Je vais introduire la séquence suivante. Difficile dans ces conditions d'imaginer le monde en 2030. C'est l'exercice périlleux auquel va s'atteler Mathieu Brun. Mathieu est directeur scientifique de Farm et avec ses invités, il va passer en revue les dynamiques, les mutations et les opportunités de ce monde nouveau afin d'en évaluer les impacts sur les filières. Mathieu Brun est accompagné de Paxina Chilecheto, spécialiste adaptation au changement climatique au FIDA, François Moriconi-Hébrard, géographe et directeur de recherche au CNRS, et Tania Sologoub, économiste senior, responsable de la coordination des pays émergents et des risques géopolitiques au Crédit Agricole France. Je vous demande de les applaudir tous les quatre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir le plaisir d'animer cette première séquence à interroger avec nos trois invités ce matin. Je vous rappelle juste que vous pouvez nous adresser vos questions via un système en ligne, et ensuite on a des étudiants qui vont pouvoir nous les transmettre. Ceux qui sont à distance, vous pouvez aussi utiliser le chat sur l'application Zoom. On a devant nous une bonne 45aine de minutes pour essayer de dessiner le monde à l'horizon 2030, et ensuite on prendra bien sûr vos questions pour la séquence de discussion. Donc n'hésitez pas dès maintenant à nous les envoyer et les étudiants les synthétiseront. Alors, cette première table ronde, on l'a conçue pour essayer de faire un exercice très compliqué, de se projeter. On se projette toujours vers le futur, et là, on va regarder vers 2030. On est à peu près à mi-chemin des objectifs des ODD, des objectifs de développement durable. Est-ce qu'on est à l'heure, comme l'a demandé juste avant Gerda? On est un petit peu en retard, donc on va essayer de discuter à trois et avec vous sur ces grandes tendances, ces leviers, ces crises qui peuvent aussi se transformer en opportunités face aux différentes vulnérabilités qui vont toucher le monde. Donc on fera l'exercice périlleux de voir le négatif, bien sûr, mais essayer peut-être de voir le positif, des messages d'espoir. Alors cette incertitude dans laquelle on vit, on vient de commencer cette année 2023 avec une fois de plus l'idée qu'on vit dans un monde compliqué, plein d'incertitudes. J'ai un peu l'impression que c'est toujours comme ça qu'on se souhaite les vœux. C'est pas une nouveauté. Et cette incertitude, eh bien les acteurs des systèmes agricoles et alimentaires, de la fourche jusqu'à la fourchette, ils sont largement habitués à ces risques, à ces chocs, et donc ils font preuve aussi de résilience. Donc on va débattre de ces changements en cours et à venir avec les trois experts qui sont avec moi et que Capucine a présenté juste avant. On va donc passer dans une première séquence trois grandes tendances, trois piliers lourds de ces changements à l'horizon 2030 et même 2050. N'hésitez pas à allonger la longue vue et même à augmenter ou rétrécir plutôt ces échelles. Alors la première grande tendance, c'est la démographie. Et c'est avec vous qu'on va commencer. François Moriconi-Hébrard, je rappelle que vous êtes géographe au CNRS. Alors si on prend un peu de hauteur historique, au XVIe siècle, Jean Bodin disait « il n'est de richesse que d'hommes et de femmes, bien sûr ». Ça, c'est pour essayer de réfléchir à la place de l'humain dans le système économique. Est-ce que c'est finalement la population qui crée cette richesse des nations? Comment est-ce qu'on peut imaginer le monde dans lequel on va vivre en 2030 et en 2050? Comment est-ce qu'on va habiter cette planète? Quelles sont, c'est un exercice très compliqué, j'en suis bien conscient, mais quelles sont les grandes tendances qu'il faut retenir pour pouvoir poser les bases des discussions qui vont suivre ensuite sur le plan de la démographie mondiale? Alors merci, oui, effectivement, c'est compliqué, surtout en 5 minutes. Je voudrais distinguer deux niveaux, en fait. Il y a d'abord le niveau global. Actuellement, démographiquement, vous savez que l'indicateur le plus avancé, c'est l'indice de fécondité. Alors, quand un indice de fécondité est en dessous de 2,05, normalement, la population est à l'état de reproduction à l'identique, puisqu'il naît sur la Terre 105 garçons pour 100 filles, en moyenne.
Alors, une bonne nouvelle déjà, c'est qu'on a aujourd'hui, en 2021, dernier chiffre, on a 116 pays sur plus de la moitié au niveau mondial qui sont en dessous de ce seuil. Donc, contre 152 donc, en 2000, bon, j'ai inversé en fait. Seulement 116 pays qui sont au-dessus contre 152 en 2000. Et donc, bien entendu, il faut tenir compte des équilibres démographiques, parce que parmi eux, il y a des petits pays qui sont absolument minuscules, avec quelques milliers d'habitants. Mais disons que la tendance ne m'inquiète pas trop, hein, au niveau mondial, puisque on a aujourd'hui, par exemple, l'Inde qui vient de basculer légèrement en dessous de 2,05. On est à 2,03. La Chine qui est très basse, à 1,28. Tous les pays de l'OCDE sont très bas. Le record, c'est la Corée du Sud, avec seulement 0,88 enfants par femme. Et alors, évidemment, quand on va parler de l'avenir, il faut tenir compte essentiellement de la reproduction de la population en Afrique subsaharienne, puisque aussi en Afrique du Nord, c'est à peu près équilibré maintenant. Enfin, on va vers l'équilibre. Et quelques pays d'Asie, comme l'Afghanistan, par exemple, et le Pakistan. Donc, si vous voulez, on s'achemine vers un équilibre démographique, mais évidemment avec cette croissance africaine qui est très forte. Alors maintenant, je ne voudrais pas m'éterniser, on reviendra sur des questions. Alors le record de fécondité le plus élevé, c'est le Niger, avec 6,82 enfants par femme, hein, quand même. Donc on a une quarantaine de pays africains qui sont nettement au-dessus de 3. Maintenant, le second aspect que je voudrais souligner en tant que géographe, c'est la répartition de la population, donc, et la tendance à l'urbanisation en fait, de la planète. Donc on a d'un côté des pays à faible fécondité, où on peut se dire que les systèmes urbains, la répartition de la population est à peu près équilibrée, mais néanmoins, je vais essayer de vous montrer qu'on a des changements assez importants en termes en fait de répartition, non plus entre l'urbain et le rural, mais entre de très grandes métropoles, des mégalopoles, et le reste en fait. C'est-à-dire, quand on fait la cartographie, très récente, hein, depuis on va dire 2000, même 2010 souvent, de la croissance de la population, en fait, on s'aperçoit qu'on a de larges pans de territoires qui sont en déclin démographique, en déclin relatif ou en déclin absolu, y compris leurs villes. Hein, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, les petites villes déclinent aussi bien que les villages. Alors les villages se désertifient plus vite, mais aussi, hein, vous le voyez à peu près dans tous les pays développés. Et c'est la tendance aussi qu'on voit déjà au Brésil, au Pérou, etc. Hein. Et inversement, on voit la population se concentrer dans de très grandes agglomérations qui ont tendance à s'étaler dans ce qu'on appelle des aires métropolitaines, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une ville, une agglomération urbaine, mais en fait une périphérie proche, très interconnectée, et qui fait que la population tend à se concentrer dans des organismes absolument gigantesques, hein, puisque là j'ai fait un petit calcul pour un article que je vais publier bientôt. On a actuellement sur la Terre 70 mégapoles, de plus de 10 millions d'habitants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, dont 11 mégalopoles qui ont plus de 40 millions d'habitants. Donc ça, c'est quelque chose la plus grande étant Shanghai, hein, mais aussi Shenzhen, Hong Kong, Tokyo, etc. Et si vous voulez, ça, c'est vraiment le changement majeur moderne. Alors, il faut bien voir les implications sur l'agriculture, c'est-à-dire que ça perturbe beaucoup les flux d'approvisionnement en produits évidemment de première nécessité, mais aussi pour l'industrie, pour l'approvisionnement en nourriture, etc. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, à l'échelle de l'histoire, sur 3500 ans d'histoire urbaine, on voit que les premières villes étaient toujours associées à un bassin de production agricole qui était la périphérie. Hein. Exemple Paris, vous avez le Vexin, la Beauce, la Brie, etc., qui sont des terres à blé. Vous regardez au Japon, Tokyo, c'est au débouché de la plaine du Kanto, Grande Plaine Ari, enfin, etc., etc. Aujourd'hui, c'est complètement déconnecté. Ce qui veut dire que, si vous voulez, cette géographie, en fait, cette nouvelle répartition de la population mondiale met à contribution
pour ses propres besoins des territoires immenses. Hein. Je vais prendre l'exemple du Pérou. Je ne sais pas si vous savez, en ce moment au Pérou, il y a il y a beaucoup de violence, hein, de révoltes, etc. Le Pérou, c'est vraiment le cas emblématique puisque c'est un pays de 1 250 000 km², donc 2,5 fois la France. Et vous avez un tiers de la population qui vit à Lima. Et 42% du PIB qui est produit par l'aire métropolitaine de Lima, qui fait 7 650 km², c'est-à-dire 0,6% de la superficie. Or, si vous voulez, ce PIB, il est produit par des richesses réelles qui sont sur le reste du territoire, hein, si vous voulez, qui ne sont pas à Lima. Hein, c'est simplement le siège des entreprises. D'autant plus que ces métropoles concentrent également les équipements de pointe, le siège des médias, les banques, etc. Enfin, tout l'appareil de contrôle. Et si vous voulez, c'est un appareil de contrôle dont les métropolitains profitent, mais dont ne profitent pas toujours les gens qui vivent dispersés, hein, sur le reste du territoire. Alors, cette tendance à la métropolisation, c'est pas seulement dans des très grandes agglomérations, c'est aussi à l'échelle de tout petits pays de 2 ou 3 millions d'habitants comme la Gambie ou de 7-8 millions d'habitants comme le Togo. Hein, c'est la concentration, encore une fois, dans une toute petite partie du territoire qui profite du développement et donc qui s'oppose au reste d'un territoire qui souvent décroche, hein, ce qu'on appelle les périphéries, en fait, les grandes périphéries. Et donc, bon, voilà, ça se traduit aussi par des affrontements politiques, hein, comme on le voit au Pérou, comme on le voit, on l'a vu à Sri Lanka récemment. Hein, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. En Hollande, hein, aussi, parce qu'on a une grande concentration dans la Randstad Hollande, et donc voilà, et peut-être aussi les Gilets jaunes en France, hein, font partie un petit peu de ce nouveau, cette réorganisation, en fait, si je puis dire, des conflits. Voilà. Ouais, s'agissant de cette organisation spatiale de la population, alors on va parler un peu plus tard, hein, du cas assez spécifique de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Mais je voudrais juste vous proposer une question, notamment sur ce qui se passe en Asie aujourd'hui, avec l'Inde et la Chine, qui sont les puissances démographiques avec lesquelles moi j'ai grandi, mais avec lesquelles peut-être les étudiants de la salle ou les autres vont grandir avec d'autres puissances démographiques. Lesquelles sont-elles dans le futur? Ça, c'est une première question. Et puis une autre qui vous allez peut-être un petit peu farfelu, mais est-ce que ça a encore du sens, si on se projette à 2030, de réfléchir à la croissance démographique par pays? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à avoir des données et des chiffres sur des formes de bassins de production pour penser aussi cette question des changements des espaces? Est-ce qu'on a besoin de changer ce logiciel-là? C'est pratique de compter par pays, mais est-ce que finalement on peut changer notre vision même de cette répartition spatiale? Bon, d'un point de vue scientifique, je vous dirais que toutes les données viennent des pays, en fait. Hein, donc, on a tendance à raisonner par pays. Mais effectivement, vous avez raison, c'est à l'intérieur des pays, il y a différentes zones, surtout les très grands pays comme la Chine ou l'Inde. Hein, on a des multipolarités. Hein. Transfrontalières. Bien sûr, on a des zones transfrontalières, puis on a des espaces transfrontaliers comme l'Europe. Il y a un projet d'aménagement d'une grande métropole, toujours, hein, qui s'appellerait Cities, hein, donc qui est en gros centré sur Amsterdam, la Belgique et la Ruhr en Allemagne, hein, vous voyez, hein, donc qui forment déjà une aire fonctionnelle de une trentaine de millions d'habitants, peut-être même 40 millions, je sais pas, ça dépend des limites qu'on met. Donc c'est-à-dire en gros c'est quand même 4 fois le poids démographique et économique de Paris ou de Londres. Hein, c'est ça qui fait réfléchir. Hein. En ce qui concerne le futur, bon, bah, la population de la Chine pour 2000 va très rapidement décroître, hein, ça c'est clair. L'Inde, bon, évidemment la population est jeune, donc il faut le temps que les classes qui sont donc moins nombreuses, le nombre de bébés soit en âge de procréer, hein, pour que ça lisse la pyramide des âges et qu'on voit l'effet aujourd'hui de la baisse de la natalité. Donc la population va encore augmenter de plus en plus lentement, puis elle va finir par baisser. Sinon, ben, en Afrique, on a évidemment le cas du Nigeria, qui a déjà plus de 200 millions d'habitants, qui a dépassé le Brésil, hein, qui est 10 fois plus grand, qui a dépassé le Pakistan, qui est également 10 fois plus grand, et dont on prévoit un doublement de la population en 25 ans. Alors maintenant, est-ce que les
nigérians vont pas s'adapter en fait, hein, et réduire leur taux de reproduction, c'est pas évident en fait, hein, je dirais. Mais bon, on a de bonnes raisons de penser que tout ça va se lisser et que, comme le montrent les scénarios des Nations Unies, on ne devrait pas dépasser, enfin je parle du scénario bas, 9 milliards 300 millions d'habitants, je crois aux alentours de 2085, si je ne me trompe pas. Mais je ne crois pas du tout au scénario moyen ni au scénario haut. Hein. C'est pas... D'autant plus qu'il y a vraiment une chute, hein, de la natalité dans les pays donc, de l'OCDE qui ne font que 18% de la population mondiale. Mais si on ajoute la Chine et le Brésil, etc., et la Russie, bien sûr, on voit qu'à part l'immigration, on va vers un scénario de baisse assez sévère, hein, de la population. Bien sûr, et en même temps, pour y arriver, on a encore quand même de la on a encore 20 ou 30 ans, et comme on l'a dit récemment, c'est maintenant qu'il faut agir, ouais, hein, à partir de 5 heures de l'après-midi, hein, si j'ai bien retenu. C'est ça, bon, merci, on a un petit peu ici planté le décor de la démographie. Tania, tu veux réagir? Oui, c'était pas prévu. Alors je réagis, tu m'as dit qu'on pouvait. Alors moi, je voulais juste vous dire que cette notion de centre-périphérie, je suis vraiment contente de l'entendre, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est le cœur de la pensée de n'importe quel géopolitologue qui se respecte, de n'importe quel économiste qui se respecte aujourd'hui. On est dans une crise dans toutes les sphères de la pensée qui consiste à articuler cette crise centre-périphérie, avec un déplacement du centre de l'économie, de la géopolitique, un déplacement conflictuel, avec un centre qui a dévoré sa périphérie. Donc ça, c'est vraiment la grille de lecture à retenir. Je voulais juste dire ça. Ok, eh bien, c'est très bien, ça sera peut-être ta relance pour après. Mais puisqu'on est sur les questions de démographie, avec une planète qui va changer sa répartition de la population, il y a un autre enjeu très important, c'est celui aussi du climat. Et donc on est très heureux que Paxina Chileche soit avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions d'adaptation et de changement climatique, aujourd'hui basé à Nairobi, mais avant au FIDA à Rome, ce qui vous donne un regard assez large sur l'ensemble de la planète. Donc pareil, un exercice très compliqué d'essayer de décrire ce à quoi va ressembler le monde à l'horizon 2030 et 2050 sur le plan du changement climatique. Parce que finalement, si la croissance démographique va pouvoir changer les relations de pouvoir, les relations entre le centre et la périphérie, on en reparlera tout de suite après avec Tania, est-ce que ce n'est pas aussi le changement climatique qui va de lui-même changer ses formes d'organisation de la population, ses formes d'organisation des richesses et donc d'agriculture. Donc, exercice très périlleux que de devoir essayer de décrire avec toute l'incertitude qu'il y a aujourd'hui dans les prévisions, mais à quoi va ressembler la planète sur le plan climatique à l'horizon 2030 et 2050, avec, j'imagine, de très fortes inégalités entre les pays, les continents, les régions et peut-être même les sous-régions. Well, thank you very much, Matthew, for that question. And I think in terms of the climate change, as has been mentioned, I think in the previous interventions, climate change has one role in limiting the capacities for us to produce and feed the population, the increasing population that we have. But I think this is more if we also remain in the business as usual context. At the moment, we know that production is already limited in terms of agriculture by some of the methods that are being used that are suboptimal production methods, particularly in most of our low-income countries, in the rural areas where most of the agriculture is practiced. We also have high post-harvest losses at the moment, in some countries 30 to 35%. And so this is all food and sources, of course, of nutrition that are currently being lost. So if we add on climate change to these current challenges, looking at the increasing temperatures, and they have, as you have said, different impacts in different regions of the world. So for IFAD, we usually look at the world in 5 regions that we kind of subdivide the interventions. We only work in the rural areas. So as we look at agricultural production, looking forward in the years to come, we can see that with the increasing temperatures, the variability in rainfall,
particularly for regions like Southern Africa. We are expecting to see drier conditions. We're expecting to see increasing water stress in the regions, more prolonged dry spells, and droughts, of course, incidents of droughts that will have an impact on agricultural production. Part of this, of course, looks at the fact that we have large areas that are dependent on rain-fed agriculture. And within this, for Southern Africa in particular, we have staple crops like maize that has some focus of decreased yields that will go as high as 25% in some of the countries. But there are opportunities. We can, of course, have responses to some of these predictions and projections. For the East African area, I'm based in Nairobi, so in East Africa, we are expecting the region to be wetter. And so this also has different implications in terms of agricultural productivity. As we expect the region to be wetter, maybe the amounts of total rainfall may not change, but the rain will fall in shorter periods of time. And so this will have implications of perhaps flooding, but also waterlogging in some of the areas. We've seen some of the destruction that has happened already on the infrastructure, potentially for aquaculture, in terms of the ponds that are destroyed, and also in terms of some of the practices around cage fishing. So in this area, I think we also have all of us are aware that currently in the Horn of Africa there is a drought, and we've had 4 consecutive rainfall periods that have been below average and below expectation. And so this also has implications on the food security in the region. We continue to see in the southern part of Africa, also in Madagascar and Mozambique, the cyclones that continue to affect those areas. So they may not increase. Some of the models, the climate models, of course, vary in terms of these projections. They may not increase, particularly in terms of the frequency, but the intensity. And we can see some of the reports that are already in the media in some of these areas. Looking at West and Central Africa, there's already water stress, and quite a lot of water stress in the region. This also has implications as we look forward in terms of some of the droughts, desertification, and other predictions that we have. Looking at Latin America, of course, this also has different implications. There's water stress in some areas. There's also some flooding, and also looking at losses in productivity and incomes for rural populations. So as we look at the tropics and the subtropics, the heat stress and the drier soils will have impacts on reducing productivity. In the Asia-Pacific region, working in IFAD, I've also visited countries such as Bangladesh, looking at some of the northern areas in the Hoa region, where we have pre-monsoon rains. And these pre-monsoon rains are sometimes quite devastating, particularly when they're not reliably predicted in when they're going to happen. And so there's destruction of rice fields, and farmers are not able to save their crop in time, or it has not matured in time by the time that they get the pre-monsoon flooding. In areas around the Mekong, we've seen the salinity, increasing salinity of the waters, and this all has impact on the agricultural production. So these are some of the, looking forward, these are some of the aspects that are there, but as I said, there are some solutions that we've already started seeing, and reactions that can be there to be able to act in time, in some cases. As mentioned earlier by Gerda, we need to start now and be able to do something about the things that we do know at the moment. Merci beaucoup, Paxina. On va en discuter juste après, mais juste pour faire le lien aussi avec ce que disait juste avant François Moriconi Hébrard, en parlant de ces grands, dans l'histoire de l'humanité, ces grandes zones de peuplement, le croissant fertile, l'Indus en Asie, etc.
quel va être l'avenir de ces zones qui étaient très essentielles pour l'agriculture, en sachant bien qu'elles sont soumises parfois à des désertifications, mais aussi parfois à des menaces sur des zones humides. On a aussi tendance à plutôt regarder le changement climatique comme de l'aridité, mais les impacts sur les zones humides qui existent, vous avez mentionné le cas de l'Afrique de l'Est qui va devenir plus humide, sont aussi à prendre en considération. Ça, c'est ma première très très grosse question à laquelle vous aurez à répondre en un temps très restreint. Mais j'en avais une deuxième très rapide, c'est qu'on a aussi des zones qui sont donc ce qu'on appelle, j'imagine, des hotspots qui vont concentrer tout ça. Et puis il y a aussi alors j'aime pas ce terme, mais peut-être des gagnants du changement climatique, en tout cas des régions aussi qui vont voir leur potentiel de production augmenter ou se transformer, mais j'imagine au prix de catastrophes encore plus grandes. Bon, encore une fois, je ne serai pas aussi catastrophique. D'abord catastrophiste, parce qu'on a des tas de modèles qui sont très différents. Comme vous l'avez dit, par endroit, il faudra faire plus sec, par endroit, il faut faire plus humide. On a aussi des endroits où il fait plus froid. Par exemple, ça fait plusieurs années qu'en Amérique du Sud, le cône sud connaît des hivers de plus en plus froids. Donc on a des décalages comme ça, donc on ne s'explique pas très bien. Il y a des tas de scénarios, comme vous le savez, du GIEC, etc. Moi, je pense qu'il faut plus penser en termes de résilience, de réponse, d'activité. Moi, je pense que les menaces qui pèsent sur les zones de forte densité, qui sont précisément celles où il y a le plus de grandes agglomérations, elles viennent justement de leur capacité à produire localement, en fait, d'avoir de très, très bons rendements. Mais on a aussi l'exemple de vignes qui sont nées dans le désert, en Arabie Saoudite, dans le Golfe Persique, où il n'y a absolument aucune zone de production agricole à proximité. Donc on en revient toujours. En fait, je pense que on ne peut pas faire de schémas généraux au niveau global. Il faut partir du niveau local. Puisque, en fait, une ressource, si on y réfléchit, une ressource matérielle, c'est forcément local. Je ne parle pas des ressources financières, qui, elles, circulent. Je parle de ce qu'on mange. On ne va pas manger des billets de banque, on est d'accord. Donc, quand on a besoin de se développer, de manger, de produire, de transformer, c'est par définition, c'est local. Et je pense que donc à une solution locale, il faut à un problème local, il faut une solution locale. Et ça, c'est pas facile, puisqu'en fait, le local généralement ne maîtrise pas ses propres outils de développement. Puisque comme vous avez réagi tout à l'heure là-dessus, c'était très bien en fait. En général, le contrôle est fait depuis ces grandes agglomérations. Alors on a un exemple en Afrique, je voulais juste parler de ça si vous voulez. Depuis le milieu des années 70, toutes les institutions internationales ont appuyé la décentralisation, ce qui est très bien. Mais il y a aussi des effets pervers. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique, alors on va parler des pays à démographie forte, le résultat, ça a été une rétention en fait, des populations dans les zones les moins urbanisées, ce qui a entraîné l'émergence de nouvelles agglomérations. C'est-à-dire, à partir du moment où la population augmente, vous avez des petits bourgs, qui étaient l'équivalent d'un chef-lieu de canton, on va dire, qui deviennent des petites villes, etc. Donc ça, c'est bien, puisqu'en fait, le territoire est maillé de plus en plus par des petites villes. Autrement dit, ça revient à ce que la ville se rapproche, en fait, de la population, puisqu'il y en a plus, donc elles sont moins loin. D'accord. Et puis, mais par contre, il y a un effet pervers, c'est que si on saupoudre en fait le territoire, comme ça a été fait au Bangladesh par exemple, ou dans certains pays comme le Burkina, etc. Si on saupoudre de petites villes, ça ne résout pas le problème, si vous voulez, que le centre, la métropole entre guillemets, reste sans concurrence au niveau des équipements. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut équilibrer, aussi favoriser l'émergence de centres régionaux de taille moyenne, petits, puis un peu plus grands, etc. Ça peut être éventuellement des villes secondaires assez peuplées comme Koumassi, par exemple, au Ghana, qui servent de relais. C'est-à-dire qui vont servir de relais entre l'ensemble de la population et la métropole, ce qui n'existe pas, par exemple, au Pérou, où Lima est 10 ou 12 fois plus peuplée que la seconde ville du pays, qui est Arequipa, si je ne m'abuse. Donc, en fait, ça, c'est un effet pervers. Le deuxième effet pervers aussi de la décentralisation, ça a été dans les zones purement
agricole, puisque les terres étaient fertiles. Par exemple, le haut plateau éthiopien, l'ouest du Kenya, le sud de l'Ouganda, le Rwanda. Ça a été, bon, la rétention, en fait, dans les campagnes fait qu'il y a une urbanisation sur place, en fait. Hein, on appelle ça de l'urbanisation in situ. Ça veut dire que, à l'échelle d'une petite région, hein, d'un pays au sens pays traditionnel, on va avoir une densification telle que tout l'espace s'urbanise. Alors, je vais vous donner l'exemple du Rwanda, qui est un pays qui est très dense. Hein, il y a plus de 600 habitants au kilomètre carré, pratiquement 700 aujourd'hui. En fait, le peuplement est très linéaire. Hein, les gens sont très économes en terres agricoles. Donc, le peuplement se déploie sur les crêtes des collines. Hein. Une commune, ça s'appelle une colline là-bas. Enfin, un village s'appelle une colline. Et en fait, aujourd'hui, pratiquement tout est interconnecté. Je pense qu'en 2030, hein, c'est l'étude Africapolis que nous faisons pour l'OCDE, en 2030, on aura quasiment une seule agglomération au niveau du pays. Hein, tout sera interconnecté. Alors évidemment, une agglomération pleine de trous, hein, avec des champs, des étagements sur les flancs des collines, les fonds des vallées en culture irriguée de rizières, si les précipitations le permettent, n'est-ce pas? Donc, disons, c'est le scénario. Mais donc, avec des circuits courts, des circuits locaux qui permettent déjà d'apporter, disons, une bonne partie des besoins alimentaires des populations à l'échelle de l'ensemble du pays. Alors, évidemment, après, on peut avoir des crises climatiques, des sécheresses, etc. Et à ce moment-là, il faut compléter par l'approvisionnement des importations, par exemple. Bien sûr, ça, on va en et, on parler retombe, avec, voilà, et on retombe ouais. sur le problème qui contrôle les importations, puisque évidemment, on voit bien que moi, j'avais travaillé un temps au Soudan, hein, quand il y avait la crise du Darfour. Évidemment, Khartoum va dire, nous, on est prioritaire parce qu'il y a le gouvernement, parce qu'on a les banques. Si Khartoum s'effondre, donc l'approvisionnement va se faire plutôt au profit des métropoles que du fin fond des campagnes. Et là, vous touchez la question avec une excellente transition pour Tania. On reviendra avec vous, hein, Paxina, sur ces questions de hotspot, d'inégalité, peut-être sur le changement climatique. Mais vous me tendez la perche en utilisant mes mots-clés préférés, puissance et territoire. Et donc, la géopolitique, qu'est-ce que c'est si ce n'est la gestion des puissances et les politiques de puissance sur le territoire? Donc, c'est peut-être le troisième élément qui peut être une clé de lecture pour le futur. Et donc, je vous donne la parole, Tania. Oui, pour pas la part la plus enthousiasmante. Hein. Alors, Gerda, pour moi, l'optimisme, là, dans cette petite session, ça va être d'être réaliste et de mettre des tendances lourdes de la géopolitique dans lesquelles, à mon avis, hein, humblement, parce qu'évidemment, on passe notre temps à se tromper, mais on doit se penser. Tout le monde, tous les secteurs, toutes les chaînes de valeur. Alors, les deux tendances lourdes, c'est d'abord une montée de la conflictualité sur tout ce qui touche aux ressources essentielles et surtout aux chaînes de valeur de ces ressources essentielles. Parce que ce qu'on vit, c'est une crise géopolitique des chaînes de valeur et de la complexité. D'où d'ailleurs, Gerda, tu as raison, pensée globale. Et je tiens à préciser que la guerre en Russie, très honnêtement, n'est que le révélateur de ce qui est là, de ce qui était déjà là et de ce qui sera encore là. Donc, ne commençons pas à penser la géopolitique, ce serait une erreur majeure, une pensée en silo, avec quelque chose qui commencerait avec la guerre. La guerre a montré, comme le Covid a montré, que c'est une crise des chaînes de valeur. Et la deuxième tendance lourde, on va poser une hypothèse. C'est qu'on est quand même en train d'assister à une transformation du monde de la cartographie de la mienne, c'est-à-dire de la géopolitique et de l'économie, vers quelque chose, vous le savez tous, qui est... Alors moi, j'aime pas trop l'expression bloc, je préfère celle de archipel. C'est-à-dire, c'est des groupes de pays ou des pays qui vont être reliés par des interdépendances réciproques, mais c'est une transformation chaotique et qui va prendre plusieurs années. On est en déséquilibre géopolitique, puisqu'on fait de la grande histoire, parce qu'on n'arrête pas de parler de bordel sans le dire depuis tout à l'heure, on est dans une période de déséquilibre systémique. Alors, pourquoi ? Là, je pris une petite image, Mathieu, pour faire simple, puisque normalement, là, je déroule 40 slides. Alors, ça m'est venu tard cette nuit. Imaginez une fusée. Il y a 4 étages.
qui expliquent à la fois cette conflictualité et cette fragmentation. Le premier, je ne vais pas partir avec la Russie, moi je pars avec les États-Unis. Parce que justement, c'est le centre du scénario géopolitique, puisque c'est quand même toujours la puissance dite hégémonique. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une puissance hégémonique qui s'est affaiblie. Alors vous allez me dire, oh ben, le dollar, le militaire, pas tellement. Non, ils sont toujours hégémoniques, mais en termes respectifs, comparé à la Chine, etc., ils se sont affaiblis. Et surtout, ils se sont affaiblis dans la capacité, et c'est comme ça qu'on définit un hégémon. Un, à faire respecter la paix. Il n'y a pas d'hégémon si c'est une puissance qui ne fait pas respecter la paix. Et deux, à imposer, ou surtout suggérer, donner envie de suivre des valeurs. Et c'est ça la perte de puissance hégémonique. C'est que, enfin, excusez-moi, ce n'est pas des opinions personnelles, hein, je suis dans l'aspect analytique. Enfin, il y a quand même 3/4 du monde qui sont aujourd'hui dans un rejet des valeurs américaines, voire occidentales. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée, et ça a déclenché quelque chose de très important pour vous sur l'agricole, l'alimentaire, etc. C'est que cette puissance, elle est devenue fébrile, voire offensive, sur la clé de la science de demain, c'est-à-dire les semi-conducteurs. Donc il y a un truc à lire. C'est le dernier document de stratégie américaine de l'automne, où on vous dit, mais clairement, l'objectif n'est plus de garder 2 générations d'avance sur les semi-conducteurs et la tech, mais de bloquer l'avance de la Chine, qui est nommée comme étant l'ennemi principal. Alors ça bloque quand même. Moi, je veux bien, et j'en sais rien, hein, tout ce qui est science, et d'ailleurs, je connais, si j'ai un papa veto, voilà. C'est ça que je travaille au Crédit Agricole et que j'adore quand même l'agriculture. Mais bon, à part ça, j'y connais rien. Mais vous voyez, dans tout ce qui est science, il y a aussi des semi-conducteurs partout. Donc ça va bloquer. Et ça nourrit le 2e étage de la fusée. Alors le 2e étage de conflictualité, c'est ce que le vieux Kissinger appelait les puissances révisionnistes. Pas besoin de les nommer, on en a 2. Russie-Chine. Mais qu'est-ce que c'est qu'une puissance révisionniste ? Et là, il y a un livre magnifique, c'est la thèse de Kissinger, qui n'est pas un type charmant sur plein de trucs, mais quand même, sa thèse, elle s'appelait « Le chemin vers la paix ». Joli mot aujourd'hui. Il nous dit une puissance révisionniste, c'est un pays qui se sent en danger dans l'ordre mondial tel qu'il est. À raison ou à tort. Et comme il se sent en danger, il va déclencher, surtout s'il est sous pression, des conflits qui seront pour lui existentiels. Et il y a un mot-clé, c'est Kissinger vous dit, une puissance révisionniste, elle est jusqu'au boutiste. Il ne faut pas se tromper. Tant qu'il n'y a pas de réforme de l'ordre mondial. C'est le 2e étage de la fusée. Et donc, dans cet étage, tout est, comme disent les Anglais, weaponisé, c'est-à-dire que tout segment important est transformé, food, etc., en armes économiques. 3e étage, c'est pas tout, ça va, c'est sympa, hein, le monde de demain. Ah, 3e étage, il y a plein de pays qui se disent « Ok, d'accord, il y a des opportunités là-dedans. » Alors, c'est les pays pivots, la Turquie, l'Inde, l'Azerbaïdjan, qui prend un bout de territoire arménien, qui pratique la géopolitique du salami, ça s'appelle. Voilà. Les journalistes, vous me faites, s'il vous plaît, il faut que pas de Crédit Agricole. Voilà. Mais alors, très important, les pays de rente, le Moyen-Orient, évidemment, parce qu'il y a peut-être des villes désertes, mais il y a surtout une chose qui s'appelle Neom et qui attire tous les capitaux du monde entier, qui est une ville construite par l'Arabie Saoudite avec des trucs volants, des soleils artificiels, je ne sais pas quoi. Ça concentre quand même beaucoup de capital aujourd'hui. Bon, alors, les rentes existantes et puis à venir de la transition. C'est le cuivre mongol, c'est le cuivre chilien, c'est l'uranium kazakh. Et moi, je mettrais bien ma main à parier qu'on va vers un monde de cartels. Vous voyez, l'Indonésie qui a proposé au Canada de faire un cartel, je trouve ça quand même génial. Et puis le 3e type de ce qu'on appelle les puissances intermédiaires qui sont en train de créer des chocs, ça peut être aussi des petits pays. Et ça, c'est très très important hein, pour comprendre le monde de demain. C'est ce que j'appelle la géopolitique des verrous. Des petits pays qui vont contrôler un truc qui, à cause de ce monde complexe interconnecté, va tout bloquer. Exemple, qui contrôle le détroit de Malacca ? 80% de l'approvisionnement énergétique chinois. Autre exemple, Taïwan, tout petit pays, mais qui a eu cette pensée stratégique Gerda du long terme, je vais contrôler le verrou de puissance. Parce qu'on est dans une période, voilà, c'est ça qu'il faut que je dise, d'accumulation de puissance. C'est le plus vite, le premier.
Et autre petit pays, le Congo, c'est ma vision puissance. Non mais le Congo, regardez la chaîne de valeur des batteries électriques. 70% du cobalt est au Congo. Alors je parierais bien aussi qu'on va avoir un retour des nationalisations dans certains pays ou des choses comme ça. Puis alors le dernier étage, ça va, vous m'avez suivi, donc les États-Unis, les puissances révisionnistes, tous les autres qui cherchent à tirer parti de tout ça. Et puis le dernier étage, et en fait c'est le plus important. Et Gerda, je reviens à nouveau à ta présentation que j'ai adorée parce que en fait je vais dire la même chose, mais d'une autre façon. Le dernier étage, vous savez, c'est le carburant. Et le carburant, c'est nous. C'est ce qu'on a dans la tête, nous tous humains. Et là, il y a une modification qui est quand même signalée par tous les philosophes de la planète, ontologique, de notre rapport au réel. 1. On prend conscience qu'il y a des ressources finies, essentielles. C'est ce que vous avez regardé la couverture de The Economist du dernier. Ils nous disent la pensée à somme nulle. Ça y est, ça leur est arrivé au cerveau. Enfin, excusez-moi, au sens, je n'ai rien contre The Economist. Mais la pensée à somme nulle, ça veut dire ce que j'ai moi, tu ne l'auras pas. Deuxièmement, la pensée de l'urgence qui change tous nos comportements. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un moment de changement de comportement émotionnel et les idées, elles vont suivre après les émotions. Et troisièmement, c'est ce que ce livre génial de Ulrich Beck disait dès 86, c'est ce qu'on appelle la société du risque. C'est quoi? C'est pas forcément qu'il y a une catastrophe qui nous est arrivée là, nous, tranquilles, à l'OCDE. Mais c'est qu'en fait, beaucoup de gens, aujourd'hui, savent qu'une catastrophe peut arriver et que par ailleurs, on ne va pas pouvoir la prévoir. Et ça transforme le risque en incertitude radicale. Ce que les économistes appellent l'incertitude radicale, cœur nucléaire de la pensée de Keynes, qui nous dit un individu en incertitude radicale, il faut arrêter ces histoires d'individus rationnels, homo economicus, il est guidé par ce qu'on appelle les instincts, les esprits animaux, c'est-à-dire les instincts. Donc moi, ce qui me fait peur, vous voyez, si on parle de la géopolitique, économie, puis on arrive à ça, c'est qu'on est en train d'entrer, c'est pas du pessimisme, hein, c'est du réalisme, dans un monde où la tentation du chacun pour soi est très forte, où la peur est très forte, et je pense que ce fameux mot de résilience, qui est quand même un mot valise dans lequel on met tous des choses, pour moi, c'est la capacité à garder notre solidarité pendant les périodes de stress extrême que les uns ou les autres vont vivre. Et on a un petit exemple qui est désastreux, qui a été vu par le monde entier, c'est qu'on s'est quand même tapé dessus sur des tarmacs européens pour se piquer des masques. Donc on sait que la solidarité en cas de stress extrême, elle est fragile. Paradoxe, moi ça m'a affligée, enfin contentée d'un certain côté, je suis économiste à la base, mais il y a eu solidarité dans le domaine financier pour maintenir la liquidité mondiale. Parce que là, les banques centrales ont compris qu'il fallait éviter le point de rupture qui est de ne plus mettre de liquidité dans le système. Alors ça, maintenant, on sait faire depuis la crise de 2009. Mais sur les masques, va quand même encore faire les vaccins, va falloir faire des progrès. Voilà. Merci Tania, on est tous remontés à bloc après cette description d'un monde d'incertitude radicale, de verrous à faire sauter et puis d'une fusée qui risque quand même d'exploser en vol plus ou moins, pour reprendre ton expression. En tout cas, ce qui, moi en tant qu'analyste politique, me pose de la question de la régulation, en fait, savoir qui régule quoi et comment est-ce qu'on va pouvoir le faire, surtout dans une période d'hégémon absent. Alors ce premier tour de piste, hein, vous avez fait l'exercice d'essayer de définir quelles étaient un petit peu les tendances à venir. En matière de régulation, il y a bien une question qui, depuis Sharm el-Sheikh, il y a quelques semaines, est encore un petit peu dans nos esprits, c'est celle du climat et du changement climatique. Donc je reviens à vous, Paxina Chileche, pour essayer de réfléchir, en cette fois-ci, essayons de se projeter sur peut-être un monde de solutions aussi, en termes d'adaptation au changement climatique. Vous êtes spécialiste des questions d'adaptation, alors peut-être vous nous parlerez aussi d'atténuation, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il y a des co-bénéfices entre les deux. Mais comment est-ce qu'on peut penser face à ces chocs démographiques, ces chocs géopolitiques, faire une espèce de dessin aussi de l'adaptation au changement climatique pour les agricultures du monde et en particulier dans les pays du Sud?
So I think in terms of adaptation, we have the ability to adapt and start adapting now. But we're also looking at whether we can adapt for what we have in the future. So despite the uncertainties that are there, the hotspots, as you said, have already been earmarked. There are opportunities for adaptation. There's usually also the opportunities for livelihoods, diversification. So not only to stick to agriculture, where agriculture is failing, we have opportunities to be able to diversify into other sources of income. And we use this as one of the key strategies for the rural areas. And there's also, I think, in some areas where we are seeing trends where climate change is affecting migration. And this is resulting in people moving from some of the more drier areas or the highly flood-prone areas into areas where they can have some source of livelihoods. And I think this is also speaking about community resilience and being able to do things for the communities themselves. So our approach is first to start with a more targeted climate risk analysis. As we have been getting more information, we have more localized, downscaled models that are able to help us target these adaptation options, be able to work with communities, starting, of course, at the lower levels, starting to work with communities, but then also moving up into the various decision makers. So with improving climate scenarios and the risk analysis, we are also able to in a sense, disseminate the right information, particularly for the farmers. The farmers are the ones who make the investments at the land level. And with this type of support, they're then able to look for the right investments, because the financing is also key in providing the relative options that are there. It also has to be put together with a level of capacity building. So science tells us some aspects. There's a lot of indigenous or traditional knowledge that is there in adaptation that the farmers have been using over the years. And bringing these together provides us with the opportunity to mark this pathway for adaptation. And then, as you rightly said, part of what we are also doing is looking at suitability mapping for different crops in different production areas. So, for example, in Latin America, we've been working with some of the coffee growers to be able to map out which areas are going to be more suitable for coffee farming. And with that, there's also some trends in terms of migrating areas where particular crops can be grown. So making use of those opportunities, but then also making use of better varieties. Of course, inputs are a challenge in some of the rural areas, in terms of access for the farmers, but looking at specific varieties and also improving those. So whether it is for crops, but also species of livestock, and putting all of these together provides some opportunities. So for us, for IFAD as an institution, we work along the agricultural value chain. So as we look at production, we have different options for production, for the different crops, for the different animals, and for the livestock that exist in different areas. But then we also look at the infrastructure that is required for production, after production, so reducing the post-harvest losses that I mentioned, but also ensuring that the infrastructure that is put up is more climate resilient. And so what does this mean? Sometimes, as we look at rural roads, the access is sometimes cut off when there is a flood. So we try to ensure that the rural infrastructure is more robust, that we also have potential for post-harvest structures that are well-sited, are well-constructed, and the materials that we use in terms of this constructions are also important. So we try to use the climate information and the climate risk analysis to inform the design, construction of infrastructure, and make sure that we are able to support the producers. And I know that in some countries, the production from smallholder or small-scale producers is quite low, but in most of the countries that we work, 60 to 80% of the food that is consumed is produced by small-scale producers. So this makes them key to being part of the solution
and being able to make the relevant contributions. So we believe in empowering them to be able to do this. So we have cases also in, for example, in Mozambique, where we have, as I said, Mozambique does face quite a lot of climate risk challenges. But there's also cassava, for example, varieties that have been improved. And we've seen an increase in yield of up to 300% in some areas. So with some crops, working, of course, with research institutions, with the farmers themselves in being able to do this. We also have examples in Rwanda where we have some more flood-tolerant potato varieties that have been used. And we also have, for example, I mentioned the increasing salinity in the Mekong area. So what we've done is also empowered the farmers to have salinity monitoring tools, and they're able to assess what investments and changes to make at the farm level based on this additional information. We have, as we call, some no-regret adaptation measures, looking at watershed management. So as, for example, in Malawi, as we improve irrigation systems, we also take into account the watershed and the agricultural production landscape where the farmers are working. So we try to improve, yes, the robustness and productivity, water use for the irrigation schemes, but we also include watershed management, so soil and water conservation measures that also help the landscape to maintain ecosystem services that are being provided, so to make sure that we have enough water resources. So as I said, it's more ensuring that we have local level solutions and the adaptation options. And with these adaptation options, making sure that we can also benefit on the mitigation level. So as we do agroforestry, we provide economic resources, because most of the times we encourage farmers to have fruit trees as they do agroforestry, which will provide them with some income. It will also regulate the microclimate and perhaps also then have the additional benefit of climate change mitigation within those areas. We also try, as we are looking at soil and water conservation measures, to encourage farmers using, for example, integrated soil fertility management to also increase the soil carbon content and be able to make sure that as the production is happening and the yields are stabilizing, but also hopefully improving, we can also have that added benefit of mitigation. So these are some of the examples that we have when we use these local models and work with communities to be able to find solutions to the challenges that they face. Merci beaucoup, Paxina. Alors, on commence à manquer un petit peu de temps, mais je voudrais quand même, avant que Capucine nous rejoigne et aussi on prenne les questions de la salle et de ceux qui sont à distance, vous poser à vous, François et Tania, une question à laquelle vous aurez besoin de répondre dans un temps très restreint, mais vous avez l'habitude. La première, Tania, peut-être, c'est tout ce qu'a décrit Paxina juste avant, va demander des modèles de financement. Alors, je ne défleure pas la table ronde financement et mobilisation de cet après-midi, mais c'est plutôt aujourd'hui les flux vont moins vers les pays qui ont besoin d'adaptation et de flux financiers. Ça, c'est ta question, mais je vais poser celle en même temps de François, comme ça vous aurez le temps d'y répondre tous les deux en moins de 5 minutes à deux. Hein. Vous faites les calculs. C'est à quoi demain vont ressembler les villes dans leur relation avec la campagne et aussi dans leur propre aménagement, notamment en Afrique subsaharienne. Essayons de nous projeter et d'imaginer, de décrire cela. Tania. Alors, je commence du coup pour les moins de 5 minutes. Vraiment moins, parce que sinon on va pas avoir le temps de prendre les questions. Attendez, il y a vraiment des mots importants qu'il ne faut pas qu'on oublie. D'abord, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'on sort de la pensée unique du développement. C'est-à-dire que le truc qui consiste à partir du libre-échange, croissance, création de la classe moyenne, démocratisation, paix, c'est fini. Donc une ouverture, une grande bibliothèque d'expériences institutionnelles. Moi j'adore Felwine Sarr là-dessus. Il y a quand même quelque chose qui va se passer, c'est très important. 2, c'est le niveau régional. Parce qu'on parle des communautés, on parle des États, vous allez beaucoup en parler, mais il se passe énormément de choses sur les aménagements régionaux au milieu de tout ce truc de fragmentation, notamment avec des travaux d'infrastructure, de rails, dans plusieurs régions, des signatures d'accords régionaux, en Asie, dans d'autres régions. Bon. Et pour revenir, et alors, le troisième point, sur les États, il faut quand même le dire là, c'est que cette obsession de ne pas avoir de pénurie ou de
rupture sur 4 points qui vont être l'alimentaire, la chimie, dans lequel on met la pharmacie et les engrais, l'énergie et la tech, ça va conditionner tout. Mais ça veut dire qu'il y a un gros retour des États dans toutes ces filières-là. C'est le quadrilatère magique. Et ta question, j'y réponds enfin, désolé, donc je n'ai pas fait les 3 minutes, mais presque quand même, c'est que oui, moi, ce qui m'inquiète, et le paradoxe, vous voyez, ces indicateurs ESG, que je soutiens, hein, bien sûr, c'est très très bien, mais qui sont quand même en train de produire quelque chose, c'est une concentration des flux, les derniers chiffres de la CNUSED le montraient, vers tout simplement les pays qui ont les meilleurs niveaux de gouvernance. Donc moi, j'attends dans mon petit coin, j'aimerais bien qu'on me donne une structuration, de l'articulation, et que ce soit pensé entre les indicateurs ESG, la finance green, qui est en train de restructurer toute la finance, et les objectifs du millénaire. Parce que là, il y a une jolie pensée en silo. Donc d'un côté, on envoie tous les capitaux vers ce qu'il y a de mieux, le mieux gouvernant, le mieux green et tout. Et puis de l'autre côté, eh ben, on essaye de lutter contre les cercles vicieux de la triple crise, c'est-à-dire dette, faim, climat, avec des cercles vicieux et des cicatrices qui ne cessent de s'accumuler. Je suis un peu en déroute là-dessus, intellectuellement. Voilà. François, à vous de nous dessiner la ville et puis Capucine va nous rejoindre pour les questions. Vous dessinez la ville, comme j'ai dit, c'est dessiner les métropoles versus les grandes périphéries. Moi, je pense, comme on l'a dit, là, on est au bout du modèle aujourd'hui. Il se peut qu'on voit un renversement, en fait. On le voit déjà un petit peu dans les pays développés, des migrations vers ces zones rurales ou vers des petites villes. Je crois que c'est l'aspiration de beaucoup de jeunes, hein, par exemple, hein, je retourne moi. Bon, je ne sais pas s'ils le feront, parce que est-ce qu'il y aura de l'emploi, est-ce qu'il y aura des opportunités, etc. Sinon, au niveau local, moi, ce que je vois, parce qu'on parle, j'ai bien compris, on parle quand même surtout de l'Afrique et des pays en développement, c'est il y a quand même beaucoup. Bon, moi, je vois le réchauffement climatique plutôt comme un révélateur, plutôt qu'une cause. C'est-à-dire, on était au bout, comme on l'a dit. Bon, alors, quand je vois, par exemple, que São Paulo, il y a des pénuries pratiquement chaque été depuis une dizaine d'années d'eau en été, bon, en saison sèche. Et en même temps, quand on voit que c'est à l'amont d'un bassin, c'est-à-dire c'est comme si on avait construit, si vous voulez, São Paulo, en gros, en Ardèche, vers le mont Gerbier-de-Jonc. Alors forcément, avec 1000 habitants, ça va. Avec 23 millions, ça va plus. Alors, est-ce que c'est le réchauffement climatique ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait 23 millions d'habitants, hein? Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses, hein, quand même, hein. C'est un argument parfois bien pratique, le réchauffement climatique, que je ne nie pas la réalité, hein, mais voilà. Sinon, au niveau local, je pense qu'il y a des moments, je ne suis pas spécialiste de la finance, mais j'ai vu qu'il existait des systèmes de monnaie locale déjà pour favoriser l'échange sur des produits quotidiens, etc. Après, la question, c'est que moi j'ai vu d'expérience que ça conduit à une espèce de communautarisme, hein, donc à des rivalités entre. Alors, le rôle de l'État, moi je pense qu'il est essentiel aussi. Il faut vraiment revenir à l'État pour justement mettre en relation en fait ces différentes communautés et faire travailler la solidarité, notamment parce que déjà si vous changez de quelques kilomètres, vous ne produisez pas les mêmes produits, donc nécessairement il y a de l'échange. Et je pense que ça va même plus loin que le rôle de l'État. Vous savez ce qu'on est en train de vivre, parce que voilà, quand on voit des populations qui attaquent le Capitole ou au Brésil, etc., mais même chez nous, on est en train de vivre une grande crise de légitimité du politique. Et la seule issue pour sortir de la polarisation de tout ça, créer des communautés, c'est un grand moment instituant aussi. Donc moi j'adore, j'ai des étudiants que vraiment j'adore, mais quand on me dit que voilà, j'ai appris récemment qu'il y avait une communauté de la Loire qui cherche à donner des personnalités juridiques à un fleuve en Nouvelle-Zélande, etc. Je dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais vous voyez ce qui est derrière, j'en sais rien. Moi ça m'intéresse la Loire. Bon, mais ce qui est derrière, plus sérieusement, c'est un moment instituant. On est dans une grande réflexion de contrat social, là, de contrat naturel. Merci à monsieur Feu Latour, hein. Il y avait un grand sociologue là-dessus en France qui vient de s'en aller. Pardon. C'est absolument passionnant. Je suis désolée de vous couper, en fait. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez dessiné la ville. On l'a bien entendu avec François. On a compris qu'on allait habiter la planète différemment. On a compris qu'il y avait une crise du politique. Tania nous l'a rappelé. Je voudrais juste, avant de prendre les questions des étudiants, ils sont en train de modérer toutes ces questions
au fond, et je vois Simon faire un petit signe. Il doit en avoir beaucoup sous le coude. J'ai une question pour vous trois. Je voudrais qu'on reste dans l'énergie urbaine galopante dont vous avez parlé un moment pendant cette table ronde, et notamment les villes moyennes qui se construisent en dehors de toute légalité. Celles-ci, elles vont changer la manière dont les villes se nourrissent. Je voudrais que vous nous en parliez de ces villes-là. Tania, je vous vois réagir. À quoi elles ressembleront, et surtout, quel sera le modèle qui sera associé? Je réagissais parce que c'est très intéressant, mais je ne connais pas bien. Mais allez-y quand même. Vous avez sûrement un truc à dire. Hors de mon champ de compétences, trop. Bon, alors, du coup, c'est moi. Alors, c'est pour vous, François. C'est moi qui vais répondre. Parce que, en fait, c'est au cœur du programme Africapolis, donc financé par l'OCDE. C'est l'émergence. En fait, en gros, les 3/4 des nouvelles agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants qui ont émergé en Afrique depuis 20 ans ne sont pas reconnues légalement. Vous pouvez nous donner un exemple, un ou deux exemples? Mais il y en a à peu près 6 000 dans tous les pays d'Afrique, mais partout. Pas plus dans certains pays que d'autres. Alors, plus particulièrement RDC, par exemple. Oui, d'accord. République démocratique du Congo, puisqu'en fait, on a... En gros, les villes qui ont le statut de commune ou de ville aujourd'hui, ou de municipalité, c'est ça qui donne le statut urbain ou non, ce sont les villes qui sont héritées de l'époque coloniale. Il y en a 164 en tout. Et nous, on a trouvé 565 agglomérations en tout. Donc, vous avez 400 agglomérations, dont certaines qui ont 100 000 habitants. Je ne sais pas si vous connaissez Hariwara, par exemple, dans le Kivu. Personne ne connaît, il y a 100 000 habitants. C'est près de l'exploitation d'un site d'orpaillage, en fait. Je peux vous en citer, mais des milliers. Alors, quel est le modèle qui est associé à ces villes? Eh bien, en fait, c'est de l'auto-organisation, mais alors la difficulté, c'est il faut faire des enquêtes pour savoir qui est, en fait, si vous voulez, l'acteur qui organise ça. Alors, dans le cas d'Hariwara, je me souviens de ce cas parce que c'est près d'un site d'orpaillage. Visiblement, ce sont des trafiquants d'or, en fait, qui viennent d'Ouganda, qui sont pas très loin, qui se sont organisés. Mais vous avez un site, si vous tapez Hariwara, vous verrez, je me souviens plus comment il s'appelle. Il y a un opérateur, en fait, qui est un opérateur plutôt de travaux publics. Et alors qu'il y a un site internet qui vous dit qu'il fait de la bonne gouvernance, etc. Et si vous regardez sur Google Earth le plan d'Hariwara, c'est super bien urbanisé. Il y a des avenues, il y a des parcs, il finance l'école, etc. Bon, après, vous changez de localité, ça va être un autre acteur. Ça va être, par exemple, un chef de village qui ont l'air assez puissants au Congo. Donc, les chefferies locales ont encore beaucoup de pouvoir. Mais si vous allez, par exemple, en Zambie ou au Malawi, c'est un peu le contraire, parce que le pouvoir central a tout fait pour essayer de casser les pouvoirs locaux, en fait, les chefs, les chefferies traditionnelles, bien que le découpage de base s'appelle Traditional Authority, mais en réalité, c'est pas vraiment un échelon de décentralisation. Et je vous donne un exemple. Par exemple, au Malawi, vous avez une grande route, vous avez un bourg, on va dire une dizaine de milliers d'habitants. En fait, à gauche, c'est une chefferie, à droite, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité de la gouvernance. Alors, comment voulez-vous faire de l'aménagement dans ce cas-là? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un problème de concurrence entre le pouvoir local et les autres échelons. Là, il y a des mots-clés du scénario, parce que c'est toute la différence, ce mot concurrence. J'ai même la même chose entre les États. C'est-à-dire que toute la différence va être entre une fragmentation trop chaotique, où là, on n'aura plus de travaux d'infrastructure et ça échappe aux États. Absolument. Ou alors, ce que, Schumpeter, c'est la destruction créatrice, qui est que c'est très intéressant parce que nouvelle forme institutionnelle et parce que sortie du modèle institutionnel top-down. Mais on ne sait pas encore. C'est ça l'enjeu, je pense. Oui, absolument. Oui. Alors, je voulais juste insister, parce qu'on a parlé des États. En fait, ça va être très différent d'un État à l'autre. Par exemple, vous prenez le Togo et la Côte d'Ivoire, qui sont assez proches, en termes qui se ressemblent beaucoup, ou le Ghana plutôt encore, même encore mieux, Ghana et Côte d'Ivoire, qui ont une frontière commune. Donc, en Côte d'Ivoire, on a une maîtrise du foncier qui est assez importante par les pouvoirs locaux, ce qui fait que les villes sont assez denses et bien contenues. Inversement, au Ghana et au Togo, par exemple, il suffit
d'avoir l'accord d'un chef de village, vous construisez une cabane, vous faites venir la famille étendue, et puis après vous allez faire enregistrer ça comme une nouvelle localité. Alors, bilan des courses, il y a 72 000 localités au Ghana. Alors, le Ghana, c'est un bon exemple d'ailleurs, ça marche bien au niveau local, mais vous avez toujours cette contrepartie. Hein. Il n'y a pas de modèle parfait en fait. En ce moment, il y a un laboratoire politique, c'est l'Amérique latine. Oui, alors là, c'est le laboratoire politique, parce que regardez ce qui se passe au Chili et toute cette réflexion autour de l'échec d'ailleurs aussi de la nouvelle constitution. On n'a pas dit le mot peuples autonomes, mais c'est très important puisque évidemment que c'est connecté, puisque par exemple cette rivière de Nouvelle-Zélande, la voix qui est donnée à la rivière, c'est aussi celle des peuples autochtones. Donc là, on est sur des expériences institutionnelles. Il y a des choses très intéressantes qui se passent autour de l'Arctique aussi, qui par ailleurs est une voie géopolitique majeure, parce que ça intéresse les Chinois et les Russes. On restera sur l'Arctique, il faut que je vous coupe, sinon on va pas arriver à prendre les questions des étudiants. Donc je vais donner la parole tout de suite à 2 étudiants parmi les 4 qui ont sélectionné toutes les questions qui sont remontées tout au long de cette table ronde. Martine, Wilfilas, Simon et François ont travaillé d'arrache-pied. 2 d'entre eux vont me rejoindre. J'en profite pour les féliciter parce que tous ces étudiants sont impliqués depuis plusieurs mois dans la préparation de cette conférence. Bonjour à vous et on vous applaudit. Je vous laisse vous présenter, Simon. Bonjour, merci à Capucine, merci à Mathieu pour la modération de cette table ronde. Donc, je m'appelle Simon, en master de développement agricole à l'IEDS, et je suis accompagné de Will Filas pour les premières séries de questions sur cette première table ronde. Alors, il y a eu donc beaucoup de questions de la salle, du chat. Il y a une première question qui nous vient du Burkina Faso, qui est la suivante. Quelle contribution de l'agriculture familiale pour résoudre les crises alimentaires et environnementales? Rien que ça. Et donc je la complète avec une seconde qui est: est-ce qu'il est plus intéressant pour un pays de privilégier la monoculture afin de dégager des surplus de production destinés à être vendus sur le marché international? Voilà pour les 2 premières questions. Eh bien, Tania, Paxina, je vous en prie. Merci. Okay. I think so. From our level, we work with smallholder farms. So family farming, of course, is important, mainly because this is where the decision making is being made. So I think improving the practices and making sure that we do have the right type of investments, that's informed investments. So taking care of natural resource investments, making sure that the assets that are there at the family level will remain productive for the family to be able to have a decent livelihood, but also to be able to have those opportunities. We do not encourage monocropping. The idea is to have a diversified sources of income at the household level. So even for the family farming, it should be diversified farming. For us, one of the important aspects that we're looking at, particularly in smallholder farming, is diversifying not only the crops at the farm level, but also having mixed family farming systems. So looking at livestock production, we can use part of what comes out of the livestock farming to also then have manure that can be used for the crops, and we can also have an aquaculture type of activities. So depending on the structures that are there, and we're also looking at this diversification to also help with nutrition at the family level. So not only producing for excess or surplus for the markets, but also having that in terms of diversifying the nutrient intake at the family level. So I think it has a key component and contribution to make in terms of the aspects that we are talking about. And it's helping to prevent depletion of natural resources and regenerating natural resources, soils, water, etc. So it's helping people and the planet. So please say no, no, no. Du coup, la diversification, c'est le principe clé de restructuration de toutes les chaînes de valeur aujourd'hui.
Bien sûr. On n'a plus juste quelques fournisseurs en amont, en aval, quelques fournisseurs. Voilà. Une question sur le changement climatique. La question est de savoir l'effet du changement climatique sur le déplacement, l'émergence des maladies et des ravageurs, n'est-il pas sous-estimé avec l'augmentation de l'incertitude sur la disponibilité alimentaire? Okay, I'll start with that one as well. So one of the key areas that we look at when we are looking at climate change and the decentralized or downscaled models is the impacts on pests and diseases. And from the health side, this is key in making sure that we can also map out what changes are happening as a result of climate change on the health of communities, but also in terms of the agricultural productivity. So there are some solutions that are there at the moment, even as we look at integrated pest management. This, of course, for the crops and also looking at these patterns. So in terms of the health of the communities, I think also there are particular there's particular work that is being done, but for us, my focus would be on making sure that the crops and diseases that are resulting as a result of climate change are not impacting the productivity in particular areas. So we are starting to see some solutions also for in terms of the livestock, and so there are opportunities there, bringing in again areas of research, but we also need quite a lot in terms of the policies that happen for the states and making sure that we can actually find solutions for some of these challenges. Du coup, je rajoute toujours sur ma voisine, c'est bien parce qu'elle a les compétences et moi je fais juste un commentaire général. mais ce qui me frappe, c'est que par exemple pour les pays soi-disant plus avancés, ce lien entre ces deux secteurs, c'est-à-dire alimentaire et santé, qui n'étaient pas des secteurs avant considérés comme essentiels, est en train d'apparaître parce qu'il y a une mise en tension de tous nos régimes de santé, parce qu'il y a une mise en tension de tout l'approvisionnement sur les anesthésiques, etc. Et que c'est le cas au UK, en France. Alors c'est un petit peu loin de la question, mais c'est ce lien entre voilà, l'alimentaire, la santé, qui n'était pas fait dans la stratégie traditionnelle d'État de beaucoup trop de pays soi-disant, enfin, pas soi-disant, mais avancés, bref. Voilà, je ne trouvais plus le mot. On va encore prendre... Bon, non, je voulais te donner la parole, mais non, on me dit qu'on est trop pris par le temps. Merci à tous les quatre, je crois qu'on peut vous applaudir bien fort.